Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant T, le rendez-vous d'actu dans le Finistère. Après lundi à Vannes, ce mercredi c'était au tour de Rennes d'être pris d'assaut par les tracteurs. La crise agricole et le soutien des élus locaux, on en parle dans un instant avec Agnès Lebrun, maire de Morlaix, à l'initiative du CELSAT 29, un groupement d'élus pour soutenir le monde agricole et les territoires. Tout de suite, l'actu du jour. Il l'avait annoncé, les agriculteurs de toute la Bretagne ont convergé tôt ce mercredi matin vers Rennes pour bloquer la ville. 500 tracteurs ont paralysé la capitale régionale toute la journée. Les revendications portent toujours sur les prix du lait et de la viande. Retour sur cette journée de blocage avec ce reportage de TVRN 35. Des échauffourées devant la préfecture Beauregard à Rennes. Cet après-midi, près de 150 agriculteurs, pour la plupart costarmoricains, étaient prêts à en découdre. La pression monte de plus en plus et donc on a énormément de mal à tenir les troupes. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont très nerveux. Rapidement, les échanges s'intensifient. Agriculteurs et CRS se livrent à un véritable face-à-face. Une heure plus tard, un escadron de gendarmerie mobile arrive en renfort pour totaliser 250 personnes du côté des forces de l'ordre, afin de disperser les troupes. Pris dans l'émotion, les agriculteurs n'ont plus rien à perdre. J'ai racheté une exploitation à quelqu'un d'autre pour m'installer parce que j'ai fait l'amour du métier. Et là, je détruis ma famille à cause de ça. On ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Voir mon frère dans cet état-là, voir mes neveux, voir ma belle-sœur dans cet état-là, c'est pas logique pour moi. S'il faut continuer à se battre pour eux, je continuerai à me battre pour eux. Au total à Rennes, près de 500 tracteurs et 1200 agriculteurs sont venus de toute la Bretagne et des départements limitrophes. La majorité d'entre eux n'ont pas franchi la ligne définie de la rocade et ont donc investi toutes les entrées à partir de midi. En toile de fond, toujours les mêmes objectifs. Paris, c'est sans doute pas fait en un jour, mais depuis 5 semaines, ils ont eu le temps quand même de nous concocter un certain nombre de choses. Il y a l'étiquetage, je pense que là, il y a des choses qui doivent avancer. Puis il y a aussi l'embargo russe, on aimerait quand même, là ça concerne toutes les productions. Le porc en premier lieu, mais pas que, la production laitière est très très fortement impactée, le légume aussi. Donc il serait temps d'y mettre bon ordre, parce que ça c'est un choix politique fort, donc il faut y mettre bon ordre. Et puis les distorsions sociales, fiscales avec les autres pays européens, il est temps d'y mettre fin. Dans l'après-midi, le Premier ministre a annoncé à l'Assemblée nationale une baisse immédiate de 7 points des cotisations sociales pour tous les agriculteurs et une année blanche pour ceux ayant dégagé de très faibles revenus en 2015. Mais les solutions se font aussi attendre au niveau européen. Il y a très peu de pays encore qui rallient les positions de la France, malheureusement. Donc on est dans une Europe libérale et peut-être que c'est en train de commencer à changer, mais c'est même pas sûr. Et si ça devait changer, il va falloir du temps. En famille, entre amis, ils sont nombreux à être venus en soutien. Parmi eux, quelques professionnels moins touchés par la crise, mais qui redoutent les évolutions du secteur agricole. La volaille, ça va à peu près bien. Et si les autres agriculteurs s'orientent vers cette production-là, dans 2-3 ans, cette production-là pourrait être bouchée aussi. Et c'est pas envisageable. La rocade de Rennes au point mort, une situation inédite et une aubaine pour ces deux cyclistes citadins qui ont eux aussi affirmé leur soutien aux agriculteurs, non à 4, mais à 2 roues. Voilà, la crise agricole, on en parle avec Agnès Lebrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Morlaix et à l'initiative du CELSAT 29. Alors le CELSAT, c'est le collectif des élus locaux en soutien à l'agriculture et au territoire. Et vous participez à une grande manifestation samedi 20 à Loudéac pour soutenir l'agriculture bretonne. L'invitation a d'ailleurs été lancée directement au Premier ministre par le député Marc Le Fur à l'initiative donc de territoire des Côtes-d'Armor, ce groupement d'élus. Agnès Lebrun, cette manifestation à Loudéac, c'est quoi? C'est l'enterrement du modèle agricole actuel? Non, je crois que ce qui est intéressant dans cette initiative qu'a prise Thibaut Guignard, qui est le maire de Pleuc-sur-Liais, vice-président du conseil départemental, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rassemblement d'élus en soutien à l'agriculture et au territoire. C'est-à-dire que ce que nous voulons dire, nous, les élus, c'est que l'agriculture, ce n'est pas du folklore, c'est que nos territoires ne sont pas des réserves d'Indiens, et que l'agriculture est un levier économique et un secteur économique important
que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise et qu'à ce titre, nous les élus, évidemment, nous sommes solidaires de tout ce qui favorise la vitalité économique de notre territoire. Et le maillage du territoire passe par son économie, passe par son agriculture. Et j'ajoute qu'il s'agit aussi d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas de friches, vous savez, dans l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne, 91% de ce territoire de l'Union européenne, ce sont des zones rurales ou des territoires intermédiaires. 60% des gens y vivent, 56% des gens y travaillent. Ça, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dessiner notre géographie de demain. Nous devons, nous, élus, nous emparer de cette question pour dire quelle géographie voulons-nous, quel territoire voulons-nous, quelle carte de France voulons-nous. Est-ce que nous voulons que 10 métropoles absorbent toute la lumière, absorbent tout l'argent et éventuellement remettre la France sur les rails? Ou est-ce que nous pensons, nous, que nous avons un mot à dire, que les gens qui habitent chez nous ont une vraie existence économique, sociale, sociétale, culturelle, ou est-ce que nous acceptons de devenir des parias qui seraient périphériques aux métropoles? Évidemment, notre réponse, c'est non. L'Oudéac, est-ce que c'est une réunion d'élus plutôt de droite contre les décisions prises par un gouvernement de gauche? Non, d'ailleurs l'initiative de Thibaut Guignard, qui est associée à une élue socialiste, montre bien qu'au contraire la volonté, et c'est ça qui est intéressant, si je peux me permettre, et qui est complémentaire des actions politiques où chacun débat et où on voit des discordances ou des divergences idéologiques et où le débat est là et il est politique. Là nous sommes sur l'aménagement du territoire et sur la position des élus de la République. Et les élus de la République sont transverses politiquement. Et c'est pour cette raison que Marc Le Fur l'a fort bien dit à l'Assemblée, cette réunion, ce rassemblement, rassemble tous les élus de bonne volonté qui veulent que leur territoire vive. Marc Le Fur, à l'Assemblée nationale, a parlé d'urgence, d'état d'urgence agricole, c'est un terme à la mode en ce moment. Oui. Quelle décision il faut prendre aujourd'hui pour soutenir le monde agricole quand on est un élu local? Il y a des décisions à prendre et il y a surtout une réalité à regarder en face. La réalité, je crois, c'est que nous assistons à un point de rupture. Nous connaissons la crise agricole, malheureusement. Elle est là depuis plusieurs années. Et nous assistions petit à petit à l'aggravation d'un drame économique. Mais nous sommes passés d'un drame économique à un drame social. Alors nous, élus, nous avons d'abord un accompagnement social, parce que nous avons des situations sociales difficiles. Nous avons quand même des marges de manœuvre, qui sont des leviers à notre niveau, qui ne sont pas des décisions nationales qui appartiennent aux législateurs ou bien au gouvernement. Mais nous pouvons, par exemple, dans la restauration collective, je vous donne l'exemple de ma ville. Nous avons une cuisine centrale à Morlaix, 3200 repas par jour. 80% des repas sont issus de production locale, départementale ou régionale au plus large, et un reliquat, parce qu'on ne fait pas encore de bananes et d'oranges, venant d'ailleurs. Comment on y arrive? Pas parce que la réglementation européenne nous le permet. On sait qu'il y a un marché ouvert et la libre concurrence fait que le Code des marchés publics est européen. Mais lorsqu'on lance un appel et un marché, on peut agir sur le cahier des charges. Si dans le cahier des charges, vous indiquez le bilan carbone, vous indiquez la qualité fraîcheur, vous indiquez la livraison quotidienne par exemple, ou bien si vous scindez les lots, si vous scindez les lots, en effet, vous donnez une orientation à la commande. Par contre, il y a un choix politique qui est un vrai choix politique, c'est de dire, ça n'est pas parce que le lot est le moins cher que je dois le prendre. Il faut y ajouter des critères supplémentaires. Très très rapidement, sur le bio, il y avait alors c'est pas forcément la solution, mais il y avait une ambition de 20%. Aujourd'hui, on n'est qu'à 4%. Oui. 20% en 2020, on n'est qu'à 4% aujourd'hui, on n'y arrivera pas à 20%. Non, mais le bio, je crois qu'il faut arrêter aussi ce clivage idéologique binaire qui serait les bons bio et les mauvais conventionnels. Il y a des conventionnels qui font du bio. Le bio n'est plus tout à fait un produit de niche. C'est un secteur qui se développe et qu'il faut encourager à se développer, particulièrement sur la période de conversion, qui est une période où c'est difficile et où on est référencé nulle part, puisqu'on n'est pas encore référencé bio, on n'est plus référencé conventionnel. L'allègement des charges, là, est très important, mais c'est pas le bio qui sauvera l'agriculture. Bien sûr que non. Encore une fois, nous sommes dans un drame social, c'est-à-dire que là, il y a une nécessité, et ce désespoir que l'on entend s'exprimer, il est aussi celui qui veut dire,
si nous devons arrêter, qu'on nous le dise, qu'on arrête de nous balader. Nous sommes au pied du mur. Si nous devons arrêter, eh bien, qu'on mette en place des dispositifs de l'ordre des plans sociaux comme on peut en voir. Et puis, creusons et décidons au niveau de l'Europe et de la France et arrêtons de se renvoyer la balle en disant c'est la faute de l'Europe. Alors qu'en France, on a vraiment des moyens d'agir, contrairement à ce que dit le ministre. Pardon, là, je ne parle pas du CELSAT, mais je parle de l'élu de droite que je suis. Non, le ministre de l'Agriculture ne va pas aussi loin qu'il pourrait. C'est faux de l'affirmer. Et il y a des mesures à prendre. Nous avons demandé, via le CELSAT 29, 22, 35 et 56, avec Ludovic Jolivet qui m'accompagne pour le 29, une audience au Premier ministre qui a été relayée par Marc Le Fur. Et il y aura ce rendez-vous à l'Oudéac ce samedi. Merci Agnès Lebrun. Merci. On quitte l'agriculture pour l'industrie. Brest accueille depuis lundi un géant, l'Ema Maersk, porte-container de 400 mètres de long, 56 mètres de large. Le bateau est l'un des plus grands accueillis dans la forme numéro 3 du port de Brest. Les travaux dureront 5 jours. Le navire a déjà été réparé en juin 2013 en Italie. Mais de telles escales restent exceptionnelles. En effet, les porte-containers ne s'arrêtent généralement que dans les ports où ils peuvent décharger leur cargaison. Et pour l'Ema Maersk, c'est plus de 15 000 boîtes. On passe ensuite aux 1200 équipages du 4L Trophy qui prendront la direction de Marrakech ce jeudi. Parmi les participants, 3 équipages finistériens qui ont quitté Brest dès lundi. Camille Pochet a assisté à leur départ. Elles sont 3 4L bichonnés par les étudiants qui vont les conduire pendant plus de 6000 km. Ils partent pour une aventure qui les mènera jusqu'à Marrakech, un rallye étudiant qui mêle aventure et humanitaire. Nous, on a toujours aimé faire de l'humanitaire. Donc du coup, on s'est dit, le fait d'allier la mécanique à l'aide humanitaire, du coup, c'était un bon projet de repartir en 4L et de traverser la France, l'Espagne et le Maroc pour aller apporter des fournitures scolaires aux enfants. Cette 19e édition du 4L Trophy, les 3 équipages finistériens la préparent depuis 1 an. Tout d'abord, on crée une asso pour pouvoir recevoir des fonds, donc avec des particuliers ou des entreprises. Après, donc, on va à la chasse aux sponsors pendant 6-8 mois. Et ensuite, on se met à la préparation mécanique, quoi. Et puis là, c'est une partie de plaisir comparé à la chasse aux sponsors, mais et après, il ne reste plus qu'à partir, quoi. Entre l'achat de la voiture, les réparations et les fournitures, le coût moyen de l'opération s'élève à 9 000 € environ. Certaines 4L passent de main en main entre les étudiants qui courent ce rallye devenu mythique. En fait, il y a des camarades de notre école qui étaient partis il y a 2 ans et on l'a récupéré comme ça. En fait, dès qu'ils l'ont mis en vente, on l'a racheté parce qu'on savait qu'ils avaient qu'ils avaient rajouté un deuxième ventilateur, ils avaient mis des enceintes et tout, et c'est pas mal pour 6000 km de mettre de la musique. Et du coup, on leur a racheté. Sinon, nous, les modifications, c'est plus des petits trucs à l'intérieur pour fixer du matériel, mais il n'y a pas eu de grosses modifications. À leur départ de Brest, leurs proches étaient là pour les soutenir. Les 6 étudiants ont rejoint Biarritz pour le coup d'envoi du 4L Trophy ce jeudi. Ils traverseront la France, l'Espagne pour se rendre au Maroc, déposer les sacs de fournitures scolaires qu'ils ont emportés dans le coffre de leur 4L. Les dénommés Titine et Georgette ont une longue route à parcourir et leurs occupants comptent bien profiter de leur aventure dans le désert marocain. Alors, on souhaite une bonne route à Titine et Georgette. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h30 pour un nouvel Instant T. Bonne soirée à vous.